Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et exceptionnellement cette fois-ci, je ne suis pas avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, car il est en vacances. En Grèce même, il a de la chance. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de faire cet épisode avec Émilie et Karel, chez elles, dans un petit village de la Haute-Loire. Merci à toutes les deux de m'accueillir. Bonjour. Merci d'être venue. Oui. Alors, j'avais particulièrement envie de faire cet épisode avec vous, parce que vous avez le projet d'accueillir un enfant ensemble et que vous êtes engagés depuis plusieurs mois dans un parcours PMA à l'étranger, puisque, je le rappelle, la procréation médicalement assistée n'est pour l'instant toujours pas ouverte à toutes les femmes. Pourtant, c'était une promesse de campagne du candidat Macron, mais le gouvernement ne cesse de reculer la date d'ouverture de ce droit. Alors, on va en reparler au cours de l'épisode, mais moi, pour commencer, ce que j'avais envie, c'est que vous vous présentiez toutes les deux et que vous me disiez ce que vous faites dans la vie, votre âge, tout ça. Je t'en prie. Bon. C'est Émilie qui commence. Oui. Alors, moi, j'ai 33 ans. Je suis arrivée en Haute-Loire il y a 10 ans. Je suis originaire de Bourgogne et j'ai grandi dans l'Ain, à la campagne. J'ai cru à un moment que je pourrais vivre en ville, mais ça a été de très très courte durée. C'était... Voilà. Donc je suis arrivée en Haute-Loire il y a 10 ans, à l'époque avec le papa de mes enfants. Une toute autre vie. J'étais enceinte de ma première fille, Héloïse, qui a 9 ans maintenant. Et puis voilà, je suis gérante du gîte qui appartient à la communauté de communes depuis 10 ans, ici. Ok. Et toi, Karel? C'est quoi ton histoire avec la Haute-Loire? Mon histoire avec la Haute-Loire, c'est par rapport à Émilie. J'étais en formation de topographe, de géomètre topographe en Corrèze, à Égleton. Et on s'est rencontrés par Internet. Ok. Et du coup, vu que moi, j'avais pas d'attache, eh bien, je suis descendue en Haute-Loire. Et je regrette pas. Et donc là, ça fait combien de temps que tu vis en Haute-Loire? Ça fait depuis mars 2016. Ouais, 3 ans. 3 ans, ok. Et du coup, j'ai bossé en tant que géomètre dans le coin. Ça s'est pas forcément super bien passé. Et la personne qui travaillait avec Mini est partie. Donc, on s'est posé la question de savoir si on allait travailler ensemble. Et on l'a fait. Et maintenant, c'est la 3e saison qu'on fait ensemble. Là, on est en début de 3e saison. Ok, super. On va en reparler parce que le fait de travailler ensemble, c'est aussi un grand sujet en couple. Et juste pour revenir sur votre rencontre, du coup, Karel, tu le disais, vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre. Dans quel état d'esprit, toi, t'étais, Émilie, en t'inscrivant sur ce site de rencontre? Tadam. Bon, déjà, c'est important de dire qu'il y a plein de gens qui se rencontrent sur des sites de rencontres parce que c'est de plus en plus vrai et j'aime bien dire que nous, on s'est rencontrés comme ça parce que je trouve que il faut déculpabiliser, désacraliser, tout ça. Alors, moi, c'est directement lié à mon coming out parce que, comme je le disais, j'étais avec un homme, j'ai eu plusieurs copains. J'ai vécu 8 ans avec le papa de mes enfants. C'était très, très différent et c'était très, très difficile. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était ça qui n'allait pas. Et donc, tout s'est éclairé en 2015, été 2015, parce que j'ai eu une petite histoire avec une copine. Et merci, parce que si elle m'entend. Parce qu'elle écoutera cet épisode. Ouais. Ou pas. Si, on en parlera. Bon, et voilà, donc de là, j'ai décidé de quitter David, qui j'ai appris par la suite vivait une relation extra-conjugale depuis 2 ans, donc ça lui allait pas spécialement non plus, a priori, notre vie de couple. Et là, quand tu vis en Haute-Loire et que tu as des enfants... une vie bien rangée, comment tu fais pour rencontrer une fille? Et bon, je me suis vite rendue à l'évidence qu'il n'y avait pas tellement de choix. Donc,
je me suis inscrite sur Gayvox un peu en me disant bon voilà, comme ça je vais peut-être rencontrer une fille ou des filles, voir si c'est vraiment ça ou pas. Et j'étais très très loin de m'imaginer que 9 mois après on serait mariés. Ah, ce teasing incroyable. et toi, Karel? Toi, tu voulais un plan cul quand même là-bas. Oui, disons les mots. Je voulais essayer. Ouais, tu le vérifiais quoi. Voilà, J'étais un cobaye quoi. c'est ça. Ouais. Super bon cobaye. Finalement, tu poursuis l'expérience quoi. Et toi, Karel, du coup, t'étais à la recherche d'une relation longue ou pas forcément Je pense que j'en étais à un stade de ma vie où j'attendais plus grand chose. Et du coup, c'est pas plus mal. Finalement, j'ai l'impression que c'est là que tu rencontres les gens, la personne ou. Enfin, les personnes en pluriel pour les différentes personnes. Mais avec qui ça marche parce que tu projettes rien. Et du coup, tu prends la personne telle qu'elle est. Et là, j'étais en formation. La Corrèze, c'est pas très peuplé. Hein. Du coup, la Corrèze, c'est pas très loin de la Haute-Loire. C'est à 3 heures quand même. Ah oui, quand même. Okay. 3 longues heures. Ouais. Et du coup, moi, ça faisait plusieurs années que je connaissais le site parce que je sais que je préfère les femmes depuis mes 21 ans, je crois. Ok. Et que je sors pas trop dans le milieu, c'est pas mon truc. D'ailleurs, on a quasiment que des amis hétéros et ça a toujours été plus ou moins ça. Et du coup, tu rencontres. C'est pas forcément évident de rencontrer quelqu'un dans ton cercle de quotidien, quoi. Et puis là, encore moins, quoi. Donc, ouais, j'étais sur ce site-là et je flânais. Et Émilie est venue me parler et on a parlé même pas longtemps. Elle était à l'aéroport d'Amsterdam. Genre, on a dû discuter 5 minutes. Non. 10 ? Au moins une demi-heure. Bon. Ok, on n'a pas la même notion du temps. Le temps est passé vite. Voilà, c'est ça. Et on s'est échangé les adresses mail. Je voulais pas lui donner mon Facebook. Moi, je comprenais pas pourquoi. Non, ça, c'est une autre discussion. Mais et du coup, on a correspondu peut-être pendant 1 semaine ou 2, comme ça, par mail. 10 jours. Ouais, 10 jours. Ok. Et après, elle est venue en Corrèze. Ok. Donc, assez rapidement, quand même, vous avez eu envie de vous voir ouais. En vrai. Ouais. Internet, c'est bien, mais faut pas rester dans le virtuel trop longtemps, quoi. Parce que ça... Je sais pas comment expliquer ça. Ça donne une fausse image de l'autre, quoi. Tu l'imagines, tu commences à partir dans des trucs qui sont pas réels. Et je pense que pour que ça marche dans le réel, il vaut mieux que ça soit court. C'est pas vraiment une fausse image, c'est une image partielle, plutôt. Ouais, mais à l'écrit, tu peux facilement te faire passer pour quelqu'un d'autre. Même si tu le cherches pas, c'est... Oui, il y a le côté entre ce que t'écris, ce que l'autre comprend en te lisant. Parfois, il y a des décalages. Ok, et alors cette première rencontre, du coup, en vrai, qu'est-ce que t'as pensé, Émilie, la première fois que t'as vu Karel ? Déjà, j'ai failli faire demi-tour 15 fois. Parce que 3 heures, c'est long pour aller voir une meuf que tu connais pas, sans savoir si vraiment t'es une vraie lesbienne. Je déteste cette expression, mais tant pis. Bon, j'ai appelé des amis, là, comme dans les jokers. Oui, bon, je suis en train de faire ça. C'est affreux, non ? J'arrête ? Mais non ! Mais vas-y ! Donc, heureusement, elles m'ont poussé à y aller. Et bon, passé les 2 premières secondes de rencontre, après, c'est cool. Oui, heureusement. Non, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, ça met plus de temps. Le malaise un peu la première rencontre peut mettre 1 heure, 2 heures à se dissiper. Donc, si assez rapidement, toi, t'as senti que... 12 minutes 50. On va perdre les détails, mais... Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est pas comme te rencontrer dans un café, dans ta ville, etc. Où, au pire, si ça se passe pas très bien, tu peux t'esquiver, appelle à un ami aussi. Oui, là, il fallait que tu refasses 3 heures de route dans l'autre sens, c'est ça. Ouais. Puis j'étais chez elle. Ouais. Ah, vous êtes donné rendez-vous là où tu vivais, du coup, pour ta formation. C'est ça. Donc, c'est... Oui, non, c'est clair, c'était un peu effrayant. Merci, la bonne étoile.
heureusement. J'étais pas une psychopathe, j'étais pas enterrée dans les forêts de Corrèze. Et inversement, parce que faire venir une inconnue chez soi aussi. Moi, j'avais déjà un chien et des chats. Ok. Donc, ça dissuade en général. Ok. Alors du coup, si je fais un peu avance rapide, après ce premier week-end, du coup, ensemble, c'est ça? Il y en a eu d'autres, j'imagine. Vous avez continué à faire les allers-retours. C'était même pas un week-end. Ouais, c'était une soirée. Hein. Ouais. Ah, c'était qu'une soirée. Ok. Ouais, le lendemain, moi, je partais et Mini aussi. Ok. On n'avait pas pris trop de risques. Hein. Ouais, pas quand même. Et du coup, est-ce que vous êtes toutes les deux reparties de cette soirée en se disant il s'est passé un truc spécial ou ça a mis plus de temps à s'installer? C'est là qu'on va tomber dans la guimauve. Mais j'adore, allez-y. Moi, j'étais déjà perdue pour la cause avant d'arriver. Donc, voilà, ça a fait que confirmer ce que je ressentais déjà de nos échanges à l'écrit. Et oui, je suis repartie sans avoir envie de repartir. Et puis en me disant que la semaine, elle allait être longue jusqu'au week-end d'après. Donc, t'es repartie déjà avec une date pour se revoir. Ouais, mais je sais plus ce que je t'ai sorti. Pourtant, t'avais bien retenu. Au petit déjeuner, en fait, elle est partie en cours après qu'on n'ait pas dormi. Donc, elle n'était pas, très fraîche. Moi, j'ai zoné toute la matinée à faire genre, je travaille sur mon gîte, je fais des réservations, je sais pas quoi. Et puis, elle est revenue en fin de matinée et là, on avait genre une demi-heure, 1 heure pour casser la croûte et on devait se séparer. Et tu m'as dit dans la cuisine, je sais plus quand est-ce qu'on se revoit ou tu m'as dit, t'as pas l'habitude des relations à distance. Bah oui. Et moi, je me suis dit, alors en fait, on est une relation là. Mais toi, c'était une question, Karel, t'as pas l'habitude des relations à distance ou c'était une affirmation? C'était plutôt une affirmation parce que déjà, je savais qu'elle avait pas trop eu d'histoire avec d'autres femmes et que elle sortait d'une relation de 8 ans qui n'était pas à distance. Et là, c'est pas la même vie quand même. Enfin... Non, c'était une affirmation. Enfin, vu qu'on avait parlé avant et que ça s'était bien passé, pour moi, c'était assez évident qu'on allait voir ce que ça donnait sur un temps plus long, quoi. Et toi, ça te faisait pas peur, le côté distance? Non. Moi, j'avais pas d'attache. Enfin... Et en fait, si on n'essaye pas, on sait pas. Donc, j'étais aussi à 4 mois de la fin de ma formation. Enfin, je veux dire, j'étais pas bloquée en Corrèze pendant des années, quoi. Oui, t'avais pas un prêt sur 50 ans. Non, c'est ça. Alors qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, ils étaient un peu bloqués. Ils étaient un peu bloqués. Ouais. Donc, je crois que le week-end d'après, c'est moi qui suis venue. Ouais. À l'époque, j'habitais dans une yourte. Ok. Parce que j'étais en train de construire la maison. Ok. Et c'était cool. Ouais, c'était génial la yourte. Enfin, quand il y a de la tempête, tu flippes un peu que tout s'envole, mais... C'était en plein hiver. Avec 2 enfants, c'est un peu... exigu. Limite, niveau intimité. Tu te réveilles, il y avait son fils qui était juste en face et qui te faisait « Coucou !» Salut Robin. Donc très rapidement, Émilie, t'as fait le choix de présenter tes enfants à Karel ou... Oui, alors moi j'ai une vie dans laquelle il y a toujours beaucoup de monde. Donc mes enfants, ils sont très habitués à voir des nouvelles personnes souvent. Et du coup, j'ai présenté Karel comme c'est une copine que j'ai rencontrée. Voilà. Donc les 2 premières fois au moins, elle les a vues sans savoir quoi ou qu'est-ce qui se passait entre nous. Ok. Et après, oui, effectivement, comme tout ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire au bout de 15 jours, on s'était dit quand tu auras fini ta formation, Karel, tu viendras habiter. Enfin, on était d'accord, moi je t'ai rien demandé. Oui, mais surtout, en fait, ici c'est un peu un village gay pride, quoi. Donc on est un couple de femmes au gîte et l'auberge du village, elle est tenue par 2 garçons. Ok. Qu'on était allés voir et genre ça faisait quoi? Je me demande si c'était pas le premier week-end où je venais, quoi. Et Fabien, il a mis les pieds dans le plat en disant quand est-ce que t'emménages?
Je sais pas, là, ça se passe vite, mais quand même, là, on n'est pas là à en parler. Ouais. Bon, on en a parlé, du coup. Presque. Oui, parce que c'était rapidement après les débuts de votre histoire, en fait. Oui. On a emménagé... C'était 15 jours après notre rencontre. Oui. Et on a emménagé ensemble 3 mois après. Ok. Et du coup, les enfants, ils l'ont su en janvier. On s'est rencontrés le 3 décembre 2015. Et les enfants, je leur ai dit en janvier. J'avais pas vraiment prémédité et ça a été super mignon en fait parce que Karel avait passé le week-end avec nous et Héloïse, donc elle était repartie. Et Héloïse, elle tournait dans son lit, elle s'endormait pas alors que mes enfants, ils se sont toujours très très vite endormis facilement. C'est des marmottes. Oui. Donc je vais la voir une fois, on raconte une histoire, une autre fois. Puis je finis par aller lui faire un câlin et tout ça. Et puis elle me dit elle est gentille, Bali, la chienne de Karel, elle est gentille, Karel et tout. Et là, je sais pas pourquoi, c'est sorti. Je lui ai dit, tu sais, en fait, Karel, c'est mon amoureuse. Et j'ai pas ni calculé, ni rien. Elle m'a regardée, elle m'a serré dans ses bras et elle m'a dit, je t'aime, maman, et elle s'est endormie. Alors là, je me suis dit, bon, ça... ouais, c'est bien parti. C'était simple, voilà. Je crois que c'est un mot qui va bien pour pas mal de choses de notre histoire. Après, il y a évidemment des choses moins simples, mais... C'est pas toujours lié à nous. Donc, voilà, il y a des paramètres extérieurs. Indépendants de votre volonté qui compliquent les choses. Ok, donc du coup, emménagement ensemble 3 mois après. Est-ce que toi, Karel, t'avais déjà vécu en couple avec quelqu'un avant? Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Donc c'était pas une première pour toi non plus. Okay. Après, c'est une chose d'habiter avec une autre personne. Bien sûr. C'en est une autre d'habiter avec des enfants. Enfin, après, on les a une semaine sur 2. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, tu passes d'une vie free à une vie où tu as des horaires, où tu as des contraintes que j'avais pas eues, quoi. Enfin... Et ça, tu t'en doutais ou tu l'as Oui, découvert? je savais. Ouais. Je pense que j'ai souvent conscience de l'ensemble des paramètres et j'ai pas choisi que Émilie. Enfin, j'ai choisi Émilie et les enfants. Je savais très bien qu'il y avait les enfants. Je savais que c'était une énorme partie de sa vie. Et en gros, j'ai vraiment clairement dans ma tête, c'était... c'est pas j'y vais pour Émilie, c'était j'y vais pour les 3. Enfin, et je pense que, je sais pas comment les autres le vivent, mais je pense que c'est, tu peux pas enlever le paramètre enfant, quoi. C'est juste une base, quoi. Ça fait partie de l'autre. Et c'est un package. Ouais, c'est ça. C'était Émilie et son package enfant et Karel et son package animaux. Voilà. Ouais. Donc les chiens. Donc t'avais une chienne à l'époque? À l'époque, j'avais juste Bali, 3 chats et un cheval. Okay. Sacré package aussi. Mais le cheval, il a sa maison, quoi. Enfin, pour l'instant, il a sa maison. Il vit pas avec vous bientôt, non, mais bientôt. Dans 2 mois. Ok. Et du coup, toi, Émilie, en proposant à Karel de venir vivre chez toi, t'étais dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y avait des trucs que tu redoutais, des trucs que t'espérais? Je crois que j'étais, si je me remets dans le contexte, je crois que j'étais complètement sur un nuage. J'en revenais pas d'avoir rencontré quelqu'un qui voulait bien me prendre comme j'étais, quoi. Je crois que c'est un peu ça. On s'est toujours beaucoup parlé, raconté ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait, nos appréhensions, tout ça. On s'est dit dès le début que ça allait être une mission d'accorder tout ça. On a très vite senti que c'était pas facile pour tout le monde et qu'il allait falloir apprendre à s'adopter les uns les autres. Et moi, j'étais très heureuse d'avoir rencontré quelqu'un qui avait envie de vivre avec les enfants. Parce que clairement, elle avait envie, elle savait pas trop comment c'était, elle savait pas trop... Il y a plein d'appréhensions, tout ça, mais... Ouais. Les enfants et la hauteur, quand même.
Non, mais c'est. Je veux dire, enfin, il y a les enfants, mais il y a aussi le fait qu'ils aient un papa qui habite pas très loin. Hein, et que, en fait, t'as pas le choix non plus du lieu, quoi. C'est ça. On pouvait pas aller ailleurs. Non, on peut toujours pas, d'ailleurs. Enfin, il y en a qui diraient qu'on peut toujours, parce qu'il y en a bien qui se séparent et qui partent à l'autre bout de la France. Ouais, mais c'est pas cool. Nous, notre idée, c'est que c'est normal que les enfants aient le droit de vivre avec leur papa autant qu'avec moi. Et ça nous demande beaucoup d'efforts, de discussions. La garde alternée, du coup. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est facile pour personne. Ouais. Ni pour les enfants, ni pour nous. Et encore, ça se passe... Enfin, c'est un cadre où ça se passe pas trop mal, quoi. Où il y a un minimum de communication avec le papa et où on n'est pas très loin, où les enfants sont quand même gentils. Enfin, des parfait. Fois, ouais. Parfait. On va pas aller jusque là. Ça serait étrange quand même. Non, mais c'est le moment peut-être où on peut dire que on a eu une particularité parmi tant d'autres, c'est que on avait beaucoup parlé de nos parcours personnels d'introspection, d'avoir toutes les deux travaillé avec des thérapeutes pour avancer sur des choses de notre vie qui nous convenaient pas. Et au moment de l'emménagement, je crois, à peu près, Karel, un jour, elle m'a dit tu crois pas qu'on irait voir quelqu'un ensemble, là, tout de suite, maintenant, en fait, avant que ça aille pas, pour que ça aille bien, pour qu'on arrive à concilier un peu tout ça. Et j'avoue que ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Parce que je crois que j'aurais même pas osé dire ça, mais pourtant, j'étais vraiment d'accord avec cette idée-là. Et donc, on a, depuis ce moment-là, donc depuis 3 ans, on a une super chef de chantier. On l'appelle comme chef ça. de chantier famille. Ouais. Manuela, qui est une femme formidable, qui nous aide... on va la voir régulièrement et on vide notre sac et elle nous aide à démêler les nœuds. Ensemble, du coup. Ouais, ensemble. Ouais. Ok. Le but, c'est vraiment d'avoir une tierce personne qui du coup, arrive à... On a tous des trucs où tu le ressens, où ça a une incidence sur ton quotidien, mais t'es pas forcément capable de le traduire et de l'expliquer. Et du coup, ça peut créer des tensions. Et là, du coup, elle fait un peu des fois le traducteur entre les deux. Et du coup, ça apaise systématiquement les choses. Même si c'est jamais Beyrouth. Mais, entre nous, non. Mais... Non, mais du coup, ça nous permet d'avancer, d'en discuter, d'avoir les mots et de pas... que ça gangrène pas autour de ce truc-là, quoi. C'est hyper intéressant comme démarche. Comment ça t'est venu, cette idée, Karen ? En fait, ma première copine a été très thérapeute, etc. Enfin, c'était vraiment pas un tabou pour elle. Et du coup, elle m'a poussée à cette époque-là à aller voir quelqu'un. Et j'ai trouvé ça bien. Parce que, en fait, on est tous un peu bancals sur certaines choses. Et en fait, on est là aussi pour être heureux. Donc, si on peut régler certaines choses pour avancer mieux et être plus heureux, c'est bien. Et là, j'ai eu un certain nombre d'échecs avant relationnels. Et là, j'avais pas envie. Donc, je me suis dit, pourquoi on va toujours voir quelqu'un quand ça va pas ? Pourquoi on n'irait pas voir quelqu'un pour justement construire des bases solides et pouvoir avancer de manière sereine et pérenne. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation ou d'un point sur lequel elle vous a aidé à avancer, qu'elle a démêlé ? 1000. On parlait des enfants juste avant. Et c'est vrai que les enfants, déjà pour des parents, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, c'est une remise en question constante. Et là, en plus, quand c'est pas les tiens et que t'arrives et qu'en plus, ils ont vécu un chamboulement et que c'est en reconstruction, restructuration, je sais pas. Ça a été souvent... le petit dernier, là, il y a une période, maintenant ça s'est espacé, mais où c'était très compliqué. Et pour lui, et pour Émilie, et pour sa sœur, et pour moi particulièrement.
Et du coup, on s'est pris la tête des fois par rapport à ça, parce qu'on n'était pas d'accord sur la place que ça prenait, etc. et comment faire. Et du coup, ça a permis de trouver des solutions ensemble, quoi. Ouais. D'avoir aussi des clés de... Elle nous a souvent apporté des clés de compréhension, ne serait-ce que sur là où les enfants ils en sont à tel âge dans leur construction neurologique, ce qu'ils sont capables de comprendre, pas comprendre. Si tu leur parles comme ça, ils peuvent pas l'entendre. Si tu leur parles comme ça, ils peuvent l'entendre. Voilà, donc ça, c'est des trucs, à moins d'avoir fait des études dans le domaine, et tu l'inventes pas, quoi. Donc c'est... Oui, ça a été assez régulièrement... soit par rapport aux enfants directement, soit par rapport à la place trop grande que prenait leur père dans ses blagues à répétition. Blague, c'est vraiment... Non, il a eu un moment où je pense que ça a été dur pour lui d'accepter que je l'avais quitté, que j'avais refait ma vie avec une femme, etc., etc. Je sais pas, je veux pas faire de la psychologie de comptoir ni parler à sa place, mais en tout cas, il a été très intrusif à répétition. Ouais. Ok. Auprès de vous, auprès des enfants. Auprès de nous, et puis avec des moments où il était un peu, je sais pas comment dire, démissionnaire auprès des enfants. Et voilà. Donc pour tout ça, c'était super. Après, il y a eu aussi, quand on s'est mis à travailler ensemble, que c'était bien de pouvoir en parler. Parce que là, du coup, place de chacun. Vous viviez ensemble et vous travaillez ensemble depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, ouais. Là, du coup, moi, je suis arrivée début mars 2016. J'ai bossé à l'extérieur jusqu'à mars 2017. Ouais. Et on a enchaîné sur la saison. Ouais. Que j'ai fait entièrement, contrairement à l'année dernière. Ouais. Non, mais ça, c'est super. Je trouve qu'en plus, c'est encore très tabou, le côté thérapeutique globalement. Enfin, que ce soit individuel ou en groupe, en famille, en couple, n'importe comment. Et je trouve... moi, j'ai bien envie de m'employer à faire tomber ces barrières-là, parce que c'est... Mais je trouve que c'est un bon message de dire, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit la guerre nucléaire pour aller voir quelqu'un. Ouais, puis en fait, ça veut surtout pas dire qu'on est malade. Parce qu'on l'entend ni qu'on est un couple dysfonctionnel. Parce qu'il y a un peu cette image-là qui peut non, y puis être ça fait un bien fou, quoi. Je veux dire, rien que d'avoir quelqu'un qui est complètement neutre et que ça atteint pas, parce que l'air de rien, quand on peut parler aux amis, etc., c'est une chose. Après, les gens, ils sont pas forcément formés à te donner des clés que t'as pas, parce qu'ils les ont pas non plus. Et puis il y a l'émotionnel. Oui, il y a l'émotionnel. Et puis en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est d'arriver à me dire, la personne en face, elle est blindée, ça lui fera rien, et on peut y aller, quoi. Et je pense que même les enfants, ils ont besoin des fois de décharger. Et je veux dire, c'est poser un bagage qui est trop lourd à porter pour avancer un peu plus léger, quoi. Avoir des outils aussi. En tout cas, en famille, en couple et tout, c'est quand même chouette d'avoir avec des les outils. autres, je veux dire, c'est pas que pour soi, quoi. Je veux dire, on le fait pour soi en premier, mais finalement, ça rejaillit sur les gens autour. On est plus apte à être présent, on est plus à l'écoute, on est moins dans l'ego, on est moins dans la colère. Alors, ça paraît idéal, on est loin d'être des petits bouddhas. Mais non, mais on le ressent profondément, quoi. Je pense que c'est important de pas avoir ces stéréotypes sur le fait que aller voir quelqu'un, c'est être malade, et c'est pas de la faiblesse, justement. C'est une force d'arriver à se remettre en question et de dire ok, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clés, et après j'en serai que plus fort, quoi. Je suis bien d'accord. C'est beau ce que tu dis. Alors tout à l'heure, Émilie t'a fait un teasing en disant que vous étiez mariés au bout de 9 mois, c'est ça? Ouais. D'où est venue cette envie de se marier aussi rapidement? Pire que ça, on s'est fiancés à 3 mois. À 3 mois. Mars, c'était Pâques de 2016. Qu'on a dit à ta sœur et à ton frère, donc ça devait être... Mais avant, on avait déjà nos bagues. Et en fait, on en a parlé au tout début.
Je me souviens qu'on en parlait déjà quand on avait été à Marseille, dans les Calanques. Donc c'était le 31 décembre. Ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble. Et c'est parce que dans l'histoire de notre rencontre, on a passé quand même beaucoup de temps à se poser des questions sur tout et n'importe quoi. Et donc le mariage y est passé. Karel m'a demandé un jour, je crois, est-ce que toi t'es pour ou contre le mariage? Qu'est-ce que tu penses de ça? De façon générale, tu tâtais le terrain. Ouais, pardon. De façon générale. Et du coup, moi je lui ai dit, moi j'ai grandi dans une famille où on se marie. Moi j'ai grandi dans une famille catho-pratiquante. Ils ont fait beaucoup de chemin aussi. Ils sont toujours catho, un peu moins pratiquants, mais voilà. En tout cas, jamais intégriste, quoi. Et oui, autour de moi, tout le monde se mariait toujours. Donc oui, je rêvais de me marier, on va pas se mentir. Parce que tu avais été mariée avant? Non. Okay. Non. Donc ça, c'était chouette. Parce que j'ai pas eu besoin de divorcer et tout. Et puis le mariage, c'était le beau, le vrai. Celui qui va durer toute la vie. C'est le programme. Ouais. Du coup, il y a eu aussi, il faut bien le dire, Karel, elle n'était pas très branchée mariage, mais quand même... Mais mes parents, en fait, c'est contraire. Ils sont athées, intégristes, ils sont pas mariés, ils sont paxés pour parce que c'était plus pratique. Hein. Et moi, le mariage, c'était un truc... Toi, ça t'attirait pas? Non, ça m'emballait pas plus que ça. Après, on en a parlé parce que je pouvais entendre qu'on en ait envie. Et après, dans mon idée, c'était vraiment faire la fête. C'était une excuse pour faire la fête avec ses copains. Donc, on s'est rejoints là-dessus, quoi. Ouais, l'engagement. Après, il y avait des côtés moins drôles que Émilie voulait exprimer il y a 2 ans, je pense. Là-dessus, c'est posé la petite pression que ça allait être les élections présidentielles. Et que potentiellement, on avait, nous, la trouille de perdre ce droit. Du coup, ça a un peu accéléré les choses. Oui, aussi. Et le projet de... Peut-être qu'on n'aurait pas été si vite. J'en sais rien, mais en même temps, on était motivés. Hein, donc, ça avait tout à fait du sens. Mais c'est vrai que ça a pesé dans la balance pour dire... c'est maintenant. C'est maintenant que c'est juste pour nous. Donc, c'est maintenant. Parce que tu disais, il reste 1 an et peut-être que ça peut rebasculer après. Ouais. Voilà, on s'est mariés en octobre, les élections c'était au printemps d'après, on avait un peu la trouille, quoi. Franchement. Et puis il y avait aussi que très rapidement dans les grandes questions de la vie, il y avait et donc toi les enfants, je crois que je t'ai demandé un jour, tu voudrais des enfants? Franchement, je m'en rappelle plus. Ou toi tu m'as demandé, est-ce que tu pensais que t'aurais d'autres enfants? Ouais, mais toi, t'aurais une équipe de basket, quoi, si on t'écoutait. Donc, je lui ai dit, je vais pas te mentir, oui, moi, je pensais que j'aurais d'autres enfants. Et je pense toujours que j'aurai d'autres enfants. Oui, t'en auras un. Au pire, 2 en même temps, mais... Ouais. T'as réussi à négocier, du coup, 1, 2? Je sais pas, parce que... S'il y a des jumeaux, quoi. Après l'un, tu sais pas si... Elle va vouloir s'arrêter là, mais... Ah oui, après, tu peux pas savoir s'il y en aura 2 ou pas. Là, je pense qu'il n'y en aura qu'un. Donc vous avez parlé de la question des enfants, ok. Rapidement. Et dans votre cas, forcément, ça implique de se marier. Ouais. Oui, pour que l'autre puisse l'adopter. Oui, parce que aujourd'hui, alors je fais un petit rappel, arrêtez-moi si je me trompe, mais comme la PMA est réservée aux couples hétérosexuels mariés. Oui. Non, pas mariés, pas forcément. Pas forcément. Non, mais en tout cas aux couples hétérosexuels. Et dès le début du parcours, en gros, le père est reconnu comme étant père de l'enfant qui va naître. C'est ça. Alors que par contre, tu peux être marié avec une femme et elle peut pas le reconnaître. Voilà. Alors que, en fait, bref, ça fait partie des paradoxes. Oui, voilà. Ouais. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les couples de femmes qui ont fait un projet d'enfant ensemble, qui ont suivi toute la grossesse ensemble, qui ont accueilli cet enfant ensemble, qui l'élèvent ensemble, qui étaient mariés, qui étaient mariés même, il y en a qu'une qui est reconnue comme la mère sur l'acte de naissance jusqu'à l'adoption. La mère sociale, elle n'est pas reconnue jusqu'à l'adoption plénière de son propre enfant, du coup. Hein. De son propre enfant, bien sûr. Minimum 9 mois, on nous dit. Ouais, je crois que c'est la moyenne, c'est quand même plus 1 an. Ouais,
Voilà. Les démarches pour adopter. Oui, D'accord. De 9 mois, les plus courts, vraiment. Mais c'est sympa, jusqu'à tu un an et viens demi. d'accoucher et hop, faut repartir dans un truc. Ouais. Et en plus, c'est des démarches qui sont assez pénibles, puisque ça implique notamment une visite des gendarmes à ton domicile pour vérifier que tu es en mesure d'avoir un lieu qui accueille, dans lequel l'enfant vit bien. Un truc absurde auquel aucun autre couple, auquel les couples hétéros sont pas du tout soumis, alors que a priori, il faudrait parfois. Ouais, il y en a beaucoup qui pourraient pas garder leurs enfants. Ouais. Donc voilà, il y avait tout ce contexte-là, il y avait le contexte politique, le projet d'accueillir un jour un enfant ensemble, et donc pour pouvoir l'adopter, il faut être marié. C'est ça. Voilà. Ok. Mais je pense que plus t'es marié depuis longtemps, plus ça facilite les choses aussi. On espère. On verra bien. On a fait le plus vite qu'on a pu. Ça, c'est les prochaines étapes. Ouais, c'est ça. Du coup, vous êtes mariés en octobre. On a fait 2 fêtes. Ok. Pourquoi se limiter à une? Bah non, mais c'est nos différences. À la mairie, et puis oui, voilà. Alors en fait, peut-être tu l'auras compris, mais je sais pas comment on peut dire, le ciment de notre couple, c'est la différence. On est très, 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 très différentes. Et ça surprend beaucoup. Ça a surpris en premier notre entourage. Ça fait beaucoup rire nos amis. Et en fait, une fois passé ce cap, c'est super enrichissant. Et on se renvoie des choses, des fois pas faciles, mais d'autres fois... En tout cas, on se fait avancer. Et à t'entendre parler depuis tout à l'heure, je me dis... puisque c'est un peu, on fait le bilan, je pense qu'on a fait grave du chemin depuis qu'on est ensemble. Ça, c'est clair. Et de chemin l'une vers l'autre, ou de chemin côte à côte. Tout plein de chemins. On a fait beaucoup de chemin ensemble. En travaillant sur toi, tu travailles pour les deux et inversement. Ouais. C'était quoi vos différences elles sont toujours et elles seront à jamais, je pense. Le plus gros truc, là, en parlant du mariage et du fait qu'on ait fait 2 fêtes, par exemple, c'est que Émilie est très sociable. Elle aime bien avoir du monde à la maison, tout le temps. Elle a une grande famille, ils se voient souvent, etc. Moi, pas. J'ai un côté communautariste. Moi, pas. Et ouais, ça a été un truc un peu dur pour moi, de trouver ma place. Après, il y avait aussi le contexte... C'est une maison la maison que tu as vue qui a été faite avec David. Très belle maison en bois. Ouais, elle est super cette maison. Mais qui du coup était à la base un projet... de son couple précédent. Et ça fait beaucoup de venir dans un endroit qui n'est pas le tien, avec des enfants qui ne sont pas les tiens, une maison qui n'est pas la tienne, etc. Et avec plein de gens qui passent. Avec plein de gens qui passent. Et au début, ça n'a pas été forcément facile. On l'oublie, mais ça n'a pas forcément été facile pour notre entourage. Mes parents étaient ravis. Mais par contre, de son côté, ça n'a pas été compliqué, ça a juste été plus compliqué. Il y a eu des remarques, il y a eu des commentaires sur... Mes parents, ils ont eu du mal. Je pense qu'ils ont eu l'onde de choc mais ça a été rapide de la aussi. séparation. Ils se sont fait un sang d'encre pour mes enfants, pour moi aussi. Et après, le coming out, je crois pas que ce soit... Ils l'ont bien vécu, ils ont pas... Mais non, mais ce qui a été difficile, c'était de rencontrer une nouvelle personne. David, mon ex, il était très absent. Il était très indépendant. Et moi, je portais beaucoup la maison, les enfants, tout. Et du coup, en fait, eux, quand ils venaient chez nous, ils avaient une grande place parce qu'il n'était pas là. Et Karel, elle est là. Elle sera toujours là. Et elle prend de la place. Donc, il a fallu qu'ils apprennent que voilà. Mais maintenant, il y a eu un moment un peu difficile, mais maintenant, j'en ai reparlé avec ma maman encore il y a pas longtemps, et elle dit elle dit qu'il leur a fallu du temps, à chaque personne, et maintenant tout va bien, mais c'est ces univers différents qui se rencontrent. Faut un temps d'adaptation. Ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, le jour du mariage, les jours du mariage, du coup, il y a eu 2 fêtes, 2 jours différents, c'est ça? Ouais. Il y avait 22 octobre, c'était l'officiel à la mairie. Et après, comme la salle des fêtes n'était pas disponible, je sais pas quoi, je me souviens même plus quelles excuses. C'est pas grave, on va refaire une autre. Et en plus, ça tombait trop bien parce que
le 3 décembre, jour de des 1 an de notre rencontre, c'était un samedi, donc on s'est dit, allez, on va faire la deuxième fête le jour des 1 an de notre rencontre. Voilà, donc c'était trop mignon. Et il y avait plein de gens. Il y a ta pote Colline qui nous en a mis plein la tête. On a eu une maîtresse de cérémonie qui... Vous avez fait une cérémonie d'engagement La deuxième fois, en fait, on avait gardé l'échange des alliances pour la deuxième. Ok. Et pour les gens qui n'étaient pas là, du coup, à la première. Et du coup, elle a une copine qui est humoriste à Paris qui a fait la cérémonie. Et, ça devait être sympa. Ouais, ça a fait marrer tout le monde. Nous, on était un peu au fond de la chaise. Complètement. Ouais. Parce que je me suis pas doutée. Elle a eu la bonne idée de lui raconter tout. Et du coup, elle s'en est servie. On a fait tomber des barrières ce jour-là aussi, parce que donc, devant tout le monde, y compris nos parents, mes grands-mères, tout ça. Bref, elle a dit qu'on s'était rencontrés sur Internet, elle a donné nos noms, nos pseudos sur Internet, que le premier soir, je sais pas quoi, le premier soir, on s'était limite engagé, promis que voilà, c'était parti, qu'on avait décidé d'emménager ensemble 15 jours après. Elle a tout balancé. C'était cliché de chez cliché, tout ce que tu veux. Ouais. Voilà. Mais bon, une fois passé le rouge aux joues, j'ai cru exploser. Et l'alcool des dents aussi. Ouais. Disons qu'une fois que c'était dit, c'était dit, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit que c'était une super bonne chose, en fait. Que c'était très bien que tout le monde sache. Parce que pourquoi ? Alors, tout le monde raconte sa rencontre. Et donc, pourquoi pas nous, même si elle était un peu... Et puis je pense que c'est de moins en moins... Enfin, il y a de plus en plus de couples qui se rencontrent sur Internet, donc c'est de moins en moins tabou ou jugé par les gens. Il y a encore des gens qui ont... On a un couple d'amis, ils ont eu du mal l'autre jour à nous dire que... Du coup, on a descendu l'atmosphère en expliquant que nous, on s'était rencontrés sur un site, mais ils s'étaient rencontrés par Tinder et c'était dur à dire, quoi. Donc, du coup, on en a rigolé. Et puis maintenant, je pense qu'ils auront moins de mal à le dire. Mais en fait, il n'y a pas de mal, quoi. L'important, c'est la suite. Et alors, justement, la suite, à quel moment... Parce que donc, je comprends que vous aviez parlé ensemble d'avoir un enfant ensemble un jour. Car elle vient de faire le signe 1 avec son pouce. Je le précise pour les auditeurs et les auditrices qui ne peuvent pas le voir. À quel moment c'est devenu quelque chose un projet concret ? Vite, pour changer. Ouais, en fait, on en a parlé vite. Et après, c'était par étapes. Il fallait qu'on attende d'être mariés, de toute façon. Moi, je bossais dans un cabinet de géomètre. Donc, l'air de rien, la PMA, ça demande un peu d'être dispo. Autant au niveau physique qu'au niveau temps. Parce que, forcément... Boulot. Ouais, du boulot. Et en fait, les choses ont été bien faites du fait de bosser ensemble, mais... je me voyais pas et je pense que ça aurait été compliqué de dire à mon patron je suis désolée mais la semaine prochaine on va peut-être partir 2-3 jours je ne sais pas quand et d'expliquer pourquoi. Enfin c'est lourd quoi, c'est super lourd. Et c'est aussi pour ça, ça fait partie des paramètres qui ont fait qu'on a travaillé ensemble parce que du coup on avait plus de flexibilité par rapport à ça. On a essayé une première fois en 2017, c'était n'importe quoi, mais on a beaucoup rigolé. En fait on a voulu le faire à la maison. Ok. À l'artisanal, comme on dit dans le jargon. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Alors, il y a un truc qu'il faudrait quand même préciser. Du coup, vous avez commandé ça en ligne sur une banque de sperme. On ne citera pas de nom. Voilà, mais... C'est que ça a été très clair depuis le départ que c'était Karel qui allait le porter. Oui, parce que toi, t'en avais déjà 2 qui sont très beaux, hein. Bien réussis et tout, mais du coup, je voudrais voir ce que ça donne. T'avais envie. T'avais envie d'être enceinte, en fait, vivre une grossesse. Le truc qui est un peu marrant, c'est que avant de rencontrer Émilie, j'avais pas envie de me marier. J'étais pas forcément je pensais pas au fait d'être enceinte et d'avoir un enfant un jour. Et le fait de se rencontrer, de partager les mêmes valeurs, d'être bien l'une avec l'autre, etc. Et juste d'être stable aussi. Enfin, c'est ça. Un truc entraîne l'autre, hein, mais du coup, j'ai eu envie. Parce que je sais que ça va bien se passer. Enfin, je me serais pas vue avec aucune de mes ex avoir ce projet, quoi. Ni toute seule. C'était vraiment un non, projet toute seule, c'est... de votre couple, quoi. Ouais. Ouais, non, toute seule, je pense que j'aurais vécu. Enfin, après, je fais pas partie des gens qui
qui ont envie de vivre seul. Enfin, je pense qu'il y en a et c'est très bien. Hein. Mais moi, j'avais envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, être porté, c'est assez marrant. Je sais pas si c'est le mental ou le corps ou t'as un espèce de truc qui s'enclenche. Et il faut bien qu'il soit enclenché parce que vu à quel point c'est difficile, il y a des gens autour de nous qui nous ont dit pourquoi vous insistez. Ouais, on a eu des remarques super sympas, mais qui sont étonnés qu'on insiste autant, quoi. Enfin, après, je tiens à préciser qu'on n'a pas on a un parcours difficile, mais il y a des nanas qui font ça pendant 7 ans, enfin, voire plus. Moi, j'ai fait 2 fausses couches, mais en fait, sur 4 essais, j'étais enceinte 2 fois. Enfin, c'est difficile psychologiquement, mais c'est pas le parcours le plus compliqué qui est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent beaucoup plus à être enceintes. En tout cas. Ouais, rien que pour la fécondation. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut en avoir vraiment envie et que l'épreuve que représente le parcours, ça challenge bien ton envie d'enfant. Bah, c'est autant physique que psychologique. Enfin, je veux dire, tu trinques physiquement parce que des fois, tu as des traitements hormonaux. Et les traitements hormonaux, c'est fatigant. Puis je pense pas que ce soit terrible pour le corps. On n'a pas fait de recherche là-dessus, mais il n'y a pas encore beaucoup de recul, je crois. Parce que comme c'est des techniques qui sont quand même assez récentes de stimulation. Ouais. Enfin récentes. Bah nous, ça fait 30 ans, quoi. Mais... On n'est pas médecin. On a un doute sur le fait que ce soit pas la stimulation qui a pas plu à l'embryon. Ok. Pour les fausses couches, tu vois. Ouais. Bah, on saura jamais, mais c'est vrai qu'on se pose la question de dans quelle mesure ça fatigue pas le corps. Ouais. Dans quelle mesure c'est utile. Mais bon, bref. Okay. Là, le parcours qu'on nous a proposé, c'était ça. Oui, il y a des fois où tu as besoin de le faire parce que, je sais pas, la personne n'ovule pas et que c'est un peu basique, quoi. Si t'as pas d'ovule, tu peux pas être enceinte, quoi. Mais chez moi, c'est pas le cas. Donc, bref. Ok. C'est un autre problème. Mais... Donc, du coup, une première tentative à la maison qui fonctionne pas. Non. Ok. Et du coup, on a attendu. On est allé à une réunion homoparentale de l'ADFH au à Paris. Non, en hiver, en février. Non, mars 2017. Ouais. Pour avoir des renseignements. L'ADFH, Association des familles homoparentales. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on a essayé en juillet. Et après, on a attendu de rencontrer. Enfin, Émilie a recherché les cliniques, on s'est un peu partagé les choses. Vous avez fait une petite étude de marché. Émilie a écrit à pas mal de cliniques, autant en Belgique qu'en Espagne. Et en fait, en Belgique, c'est moins cher, mais c'est plus contraignant. Puis c'est beaucoup plus loin pour nous. Oui, c'est plus loin pour nous. Et la clinique en Espagne, ils ont été hyper réactifs, très bons sympas, commerciaux. Très bons commerciaux. des fois, ils sont pas au point pour la suite, mais bon, globalement, ils sont bien. Mais peut-être il faut préciser que le projet de PMA, au début, à la genèse du projet de PMA, il faut se poser des questions du genre est-ce qu'on passe par une clinique ? Est-ce qu'on passe par un pote qui nous fait un don de sperme et on le fait à la maison ? Et est-ce que on trouve quelqu'un on n'a jamais été voir, mais on sait qu'il y a des forums qui existent. Genre des donneurs. Voilà. Et toutes ces questions, forcément, on se les pose. On a même un couple d'amis très proches qui nous avait dit nous, on aimerait bien vous aider. Ils se sont posé la question ensemble parce qu'ils ont déjà des enfants. Ils étaient sûrs qu'ils n'auraient pas d'autres enfants. Et puis, ils se sont renseignés. Et puis, quand ils ont appris qu'il n'y avait pas moyen de protéger ni le donneur ni l'enfant pour l'héritage ou pour... en gros, le père ou le donneur peut revenir toute sa vie reconnaître l'enfant. Et inversement, l'enfant peut décider de vouloir traîner son donneur ou son père. Alors que, au départ, c'était clair, quoi. Donc, il n'y a rien du tout dans la loi française qui protège. Et pour l'instant, parce que je sais qu'il y a des couples qui font des conventions, mais ils n'ont pas de valeur juridique, quoi. C'est ça. Après, le truc, c'est que ça t'expose à devoir aller au tribunal et avoir une procédure longue. Nous, on aurait pu, mais on veut pas de ça. Okay. Ça vous a fait peur pour la suite C'est pas mal à la réunion de la DFH qu'en discutant avec les bénévoles de l'association qui voient quand même beaucoup de couples
dans des projets de PMA qui voient aussi malheureusement beaucoup d'histoires sordides où le donneur il a réapparu un beau matin et en fait déjà c'est très compliqué pour les enfants nés de familles homoparentales, il peut y avoir des problèmes de jugement, etc. Donc, en fait, leur discours, c'était un peu... déjà qu'on est dans une situation un peu qui peut vite être difficile. Si en plus de ça, on a toujours l'épée de Damoclès sur la tête du donneur qui peut réapparaître n'importe quand et dire « non, en fait, c'est mon enfant », qu'on serait à ce moment-là menacé de tribunal et tout ça. Alors évidemment, on a bien espoir qu'il y ait des jurisprudences et tout ça, mais ça fait quand même... tu prends beaucoup de risques. Là, c'est du militantisme qui touche à ta famille. Donc, un enfant qui a... Il en faut, hein. Je dis pas que... Je jetterai pas la pierre du tout à des gens qui le font, parce qu'il y en a qui le font, et je comprends. Mais nous, on a fait le choix de ne pas le faire. De jouer la sécurité. Voilà. Et donc d'aller dans des pays où c'est autorisé, légal et encadré. C'est ça. Où le donneur, on n'aura plus jamais de lien avec lui. Ok. Et est-ce que c'était important pour vous que l'enfant qui allait naître puisse un jour connaître l'identité de son donneur ou... Parce que ça, c'est aussi un des sujets qui est débattu. Grande question. Alors, en fait, dans l'idéal, on aurait aimé un semi-anonyme, dans le sens où, en gros, l'enfant, à 18 ans, il peut demander à avoir à le rencontrer même, je crois. Ouais, avoir ses coordonnées. Ça, c'est en Belgique. En Espagne, la législation veut que le donneur soit anonyme. Ok. C'est interdit. Donc, on a fait une croix là-dessus. Et on s'est dit que... On a avancé aussi sur ce sujet-là. Au début, on se disait que c'était peut-être important. Et puis, au fil des discussions entre nous, puis avec des amis aussi, on s'est dit qu'en fait, finalement, non. Non, ce qui était important, c'était que cet enfant, il sache comment il avait été conçu, qu'il était attendu, que c'était un projet de couple, de famille, voilà. Et que ça, c'était plus important que n'importe quoi d'autre, en fait. Mais néanmoins, moi, je trouve que chaque couple devrait avoir le choix. Dans un monde idéal, je trouve que chaque couple devrait avoir le choix de choisir un donneur anonyme ou pas. Et il faudrait laisser le choix au donneur aussi, parce que par exemple en France, pour l'instant, les donneurs n'ont pas le choix de dire moi, en fait, je veux bien qu'à 18 ans, l'enfant puisse avoir mes coordonnées. Au Danemark, en fait, je pense qu'en Belgique, ils se fournissent au Danemark. Ouais, on ne citera toujours pas. mais du coup, oui, je pense qu'en fait, il faut être à l'aise avec ton histoire. Et une fois que tu es à l'aise avec ton histoire, l'enfant, c'est pas du 100%, hein, mais je pense que tant que tu lui mens pas et que c'est la vérité et que tu es bien avec ça, en fait, je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Et on a des exemples autour de nous où les enfants sont très bien parce qu'on leur a pas menti. C'est très au clair. Ils peuvent poser des questions. S'ils ont besoin d'aller dans le pays où ils ont été conçus, les parents le feront, etc. Donc, et au final, c'est des enfants très équilibrés. Et l'important, en général, c'est que les parents sachent où ils en sont et que ce soit pas un mensonge. Et je pense qu'il y a peu de parents qui attendent autant leurs enfants que les couples homoparentaux. Ouais, c'est tellement un parcours que... En fait, c'est tous les parents qui sont en parcours PMA. Parce qu'il y a aussi les couples hétérosexuels qui galèrent à avoir des enfants. D'ailleurs, c'est pas anodin et que encore une fois, et sur nos vies quotidiennes et sur le psychologique. Je veux bien qu'on en reparle du coup de ce que ça implique concrètement. Alors il y a un coût financier en plus du coup de passer par une clinique en Espagne. C'est quoi, c'est plusieurs milliers d'euros là, je sais pas si on peut donner un prix, mais... Ah bah oui. Exactement, c'est 1 265 € à chaque fois. Pour chaque insémination. Pour une insémination. Et ça, c'est juste le coût à la clinique. Payer les billets d'avion en plus. Alors là, nous, on a un peu de chance quand on a des amis à Barcelone, donc en plus, on les voit. On est hébergés et on y va en voiture parce qu'en fait, pour nous, c'est compliqué. C'est plus long et plus cher d'aller jusqu'à Lyon, prendre un avion, etc. Ok. Là, on met 5h30 à aller à Barcelone. Ouais. Donc, on va à Barcelone et c'est pas trop long, mais c'est vrai que dans le processus,
il y a deux échographies avant d'aller en Espagne. Pour cibler du coup la bonne période. Alors, en fait, ça, ou... il y a cycle naturel et cycle stimulé. Et donc, en cycle stimulé, en gros, au 3e jour de ton cycle, tu te piques. Donc, pareil, tu te piques la première fois tout seul, et puis les autres fois tout seul, ou toute seule plutôt. Et du coup, tu contrôles l'évolution, la maturité des ovules, lequel va se déclencher ou pas. Et c'est comme ça qu'ils voient à quel moment il faut déclencher l'ovulation. Et là, donc en gros, c'est le soir, souvent. Et 36 heures plus tard, il faut qu'on soit à la clinique. Ok. Donc tu fais des piqûres pour stimuler la fabrication d'ovocytes, ouais, c'est ça. du coup, et tu fais des échographies de contrôle pour voir où ça évolue, quand est-ce qu'il va falloir déclencher. Et après, tu refais une piqûre pour déclencher, et là, tu as 36 heures pour aller faire l'insémination. Ouais. Okay. Enfin, c'est même pas... T'as pas un laps de temps de 36 heures où ils peuvent le faire, c'est au bout de 36 heures. Dans 36 heures, faut y aller. Dans 36 heures, à midi, il faut être à la clinique, etc. Enfin, donc c'est pas... Là, au jour d'aujourd'hui, on est en plein dans la dernière... Enfin, j'espère la dernière qu'on fait, et où je suis en cycle naturel, parce qu'on a décidé d'arrêter la stimulation, parce que c'était pas logique. Et du coup, on sait pas si on va devoir y aller samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. D'où le fait que c'est très compliqué quand t'es salarié, que t'as un patron, qu'il faut raconter à ton patron. Enfin, t'es obligé de parler de ta vie privée, personnelle, etc. Ou alors trouver des astuces. Peut-être qu'il y en a qui pourraient raconter des trucs qu'elles ont trouvés pour... Mais en tout cas... Nous, c'est clair, comme disait Karel, ça nous a motivés à travailler ensemble parce que ça nous donne une certaine flexibilité. Karel, elle a des comptes à rendre à personne. Et du coup, on s'organise. Là, on y a été 4 fois. Et sur les 4 fois, il y a eu une fois où j'y suis pas allée parce que c'était au plein mois de mai l'année dernière. On avait beaucoup trop de monde au gîte pour que je puisse me libérer. Mais de cette expérience, moi, je suis ressortie en me disant non, en fait... ça se repassera pas comme ça. Moi, je veux y être, en fait. Et je vois pas comment ça peut être autrement. Et à chaque fois, heureusement, on a eu des amis, de la famille pour s'occuper du gîte, s'occuper des enfants. Des chiens. Garder les chiens. Et tout ça, voilà. Faut que ce soit... Alors, on leur dit, ça va être à peu près cette semaine-là. Tout le monde sur le pont. Et voilà, mais c'est quand même, ça demande une organisation. Voilà. En plus, finalement, on est contrainte d'en parler. Enfin, souvent, on entend, oui, il faut pas en parler pendant les 3 premiers mois. Ok, c'est cool, mais quand déjà à la base, t'as besoin de demander à la moitié de tes amis et de ta famille de t'aider, voilà, en fait, les gens, ils sont au courant, quoi. Ouais. Et ça veut dire qu'ils sont aussi au courant quand il y a eu des fausses couches. C'est ça. Ouais. Et on a eu différentes réactions. Ouais, comment alors on n'est pas obligé d'en parler si c'est... Non, mais ça me dérange pas. Enfin, justement, au contraire, bien. J'aurais aimé que d'autres personnes en parlent avant, parce que les fausses couches, en fait, qu'on soit homo, hétérosexuel, ça arrive plus souvent qu'on ne pense, et on n'est pas au courant, et quand ça arrive, c'est un peu violent. Donc, là, la première, c'était... Donc, je suis tombée enceinte en juin, l'année dernière, et en fin août, j'ai fait une fausse couche. Donc c'était douloureux physiquement, psychologiquement aussi. Là, les gens ont été relativement... Enfin, il y a des gens... Comme d'habitude, en fait, je tiens à dire qu'en fait, si vous avez rien à dire, autant ne rien dire. C'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Enfin, être là ou juste parler d'autre chose, c'est bien aussi. Mais du coup, tout le monde y va de sa petite réaction, de son commentaire. Oui, en gros, ça marchera la prochaine fois, etc. En fait, ouais, ça marchera certainement la prochaine fois. Mais en fait, c'est violent psychologiquement, quoi. Enfin, on n'a pas besoin d'en faire un plat, je suis d'accord. Mais en fait, on n'a pas envie que ce soit, quand on dit, minimisé. Oui, ou que les gens disent c'est pour le mieux, ça veut dire qu'il n'était pas fait pour tenir. Si, bien sûr. C'est horrible. Ça, à la rigueur, je pouvais l'entendre. On s'est dit ça quand même, parce qu'il faut bien... oui, on en a besoin. Mais c'est vrai que le plus simple et le plus appréciable, c'est les gens qui ont juste dit
ça doit être hyper dur, on comprend, et si on peut faire quelque chose, on est là, et voilà, quoi. Et simple et efficace, quoi. Mais c'est valable dans toutes les situations de perte de quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un deuil. Même si c'était un tout petit embryon, la deuxième fausse couche, il n'y avait même pas 4 semaines, donc la plupart des femmes, elles s'en seraient même pas rendues compte. Ouais. Mais nous, on a tellement l'œil sur le test que du coup, on le sait, quoi. Et la deuxième fois était plus compliquée parce qu'on a attendu, du coup, on s'est dit on en a parlé et j'ai exprimé le fait que j'avais besoin d'un peu de temps et au niveau de mon corps et au niveau de ma tête. Et du coup, on a réussi en janvier et ça a marché du premier coup, et donc encore fausse couche. Et là, ça a été des réactions genre il y a un ami qui nous a dit oui, si ça marche pas, c'est peut-être que vous devez pas en avoir, ouais. Ou sinon ouais, mais vous avez pas recommencé maintenant, parce que du coup, en fait, autant on a attendu la première fois que là, j'ai aucune envie d'attendre. Et Mini non plus, je pense. Non, mais c'est sûr. Mais le bilan de ça, c'est que en fait, les seules personnes qui peuvent dire quelque chose, c'est nous et à la limite les médecins. Mais c'est tout. Voilà, les médecins. Et encore, c'est ce que je non, mais les médecins, s'il y a des questions, s'il y a des questions médicales où ils pourraient nous dire, là, si vous renquillez direct, vous prenez un risque. Mais en l'occurrence, notre gynéco, elle nous a dit, il n'y a pas plus de chances que vous n'y arrivez pas. Après une fausse couche, il y a autant de chances que ça marche. Enfin, il y a pas de souci, quoi. Donc elle nous a dit, allez-y. Mais c'est vrai que c'est invraisemblable. Enfin, après, c'est des leçons de la vie. Il faut en savoir en tirer des conséquences positives. Se dire que il faut peut-être mesurer un petit peu à qui on le dit, être prêt à entendre. Et puis... Et du coup, notre pote, à la sortie des classes, alors que je n'avais rien demandé, ça a été mais vous devriez attendre, c'est n'importe quoi, etc. Enfin, en fait, je t'ai rien demandé, quoi. Enfin, j'ai pas réagi parce que en fait, j'étais pas là-dedans. C'était très peu de temps après, en plus. Puis je crois qu'ils réalisent pas, les gens. Non, mais forcément, ils le vivent pas. Et puis, mais c'est violent, quoi. Et effectivement, comme tu le disais, Karel, en fait, comme on en parle très peu des fausses couches, il y a un peu ce côté de les gens qui l'ont vécu savent à quel point ça peut être douloureux et à quel point c'est un deuil, comme tu le disais, Émilie. Et ceux qui l'ont pas vécu de l'extérieur, ça reste anecdotique, alors que ça l'est pas quand tu le vis. Donc, et c'est justement parce que c'est peu abordé et qu'on parle pas trop de la souffrance que ça peut créer chez certaines. Et peut-être que pour certaines, c'est moins douloureux et tant mieux. Oui, mais ça dépend ce que tu as engagé. Enfin, ça dépend de la personne. C'est vrai que les gens manquent un peu d'empathie des fois. Mais là, du coup, la deuxième fausse couche, en fait, il y a encore des différences de discours. Il y a la gynéco qui te dit en fait, ça arrive et c'est pas grave. Enfin, ok, c'est pas de chance dans votre cas, mais ça arrive plein de fois et les nanas, elles s'en aperçoivent pas parce que, encore une fois, elles s'aperçoivent pas qu'elles ont 1 ou 2 semaines de décalage et en fait, ça part comme des règles et etc. Et puis, à un moment, ça marche. Et toi, ça t'engendre plus de frais, plus d'investissement, plus de. Puis l'attente, c'est juste l'angoisse. Mais du coup, là, il y a la clinique qui nous a demandé des examens en plus. Alors que en France, en fait, on te les demande à 3 fausses couches. Ça a été des discussions avec la gynéco parce qu'on comprend bien qu'elle n'a pas envie de favoriser les uns par rapport aux autres, sauf que on est déjà défavorisés à la base. Donc elle a bien voulu nous le faire. Et, on a une gynéco exceptionnelle. Ouais, c'est sûr. Il faut bien le dire parce que j'ai lu plusieurs fois des témoignages pas cool, de femmes qui disaient que dans leur projet de PMA, elles ont eu le gynéco qui voulait bien faire les ordonnances, mais à chaque fois en disant oui, je vous le fais, mais vous avez bien conscience que c'est illégal. Alors vas-y, paye ta culpabilité comme si t'en avais pas. Parce que sinon, si on trouve pas de gynéco qui fait les ordonnances, c'est des coûts supplémentaires. C'est insoutenable parce que en gros, il faudrait 700 € à chaque fois de. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il faudrait partir en Espagne chaque fois les échographies. Ouais, d'accord, oui. Tu passes ta vie en Espagne. Tu passes ta vie en Espagne, t'emménages. Je sais pas, tu fais quelque chose. Autant s'expatrier. Ouais, voilà. En plus, c'est pas désagréable. Barcelone, c'est cool. Mais bon. C'est un peu cher. Pour la garde alternée, là, ça devenait compliqué. Non, c'est vraiment très compliqué. Mais du coup, il y a eu des examens. Enfin, le fait de. Là, on allait les faire il y a 2 semaines. Enfin, parce que du coup, pour me rassurer, j'ai préféré les faire. Je pensais pas que c'était indispensable, mais. Et là, rebelote.
laboratoire, pourquoi vous faites ça, nanana, nanana, les nanas qui se regardent. Et toi qui est mal de l'autre côté parce que tu te dis, bon, ok, est-ce qu'elles ont moyen de te faire suer ou pas? Et t'es obligé de raconter ta vie. Et après, la nana qui te fait la prise de sang, elle te repose la question. Et génial. Bon, bah, après, tout va bien, hein, mais c'est... Ouais. C'est quand même... lourd. Tout est lourd. Quand j'ai sur Instagram, sur le live que vous aviez fait de Rocky, j'ai dit ce serait chouette d'avoir des sujets sur l'homoparentalité et la PMA. Et Fab, il avait réagi en disant mais j'ai fait une histoire de daron sur la PMA. Du coup, je me suis empressée d'aller l'écouter parce que c'était un des rares que je n'avais pas encore écouté. Et en fait, parce que je me suis dit, on sait jamais. Je l'écoute d'abord. Mais juste, en fait, ce parcours et ce témoignage, il est hyper intéressant, mais juste, en fait, c'est incomparable. En fait, une PMA homoparentale ou une PMA hétéro en France, c'est pas du tout comparable. Il y a pas à juger de c'est plus dur, c'est moins dur, c'est pas là mon propos du tout. Mais c'était vraiment de dire nous, déjà, on est hors la loi. Et puis, ça nous coûte une blinde. Et puis, il faut qu'on parte loin. Bon, on n'a pas l'injonction de à telle heure, après tel médicament, il faut faire l'amour. Ça, j'avoue que je m'en passe bien volontiers. Ça coupe un peu les mais voilà, c'est des parcours tout aussi difficiles les uns que les autres. Mais c'est quand même insupportable d'être hors la loi, comme dit Karel. Puis de pas être reconnu dans ce que tu fais, quoi. Et puis, Oui, c'est que en fait, tu te sens un peu, même si tu as un réseau de soutien et des amis, tu te sens un peu seul face au monde médical, à aux institutions. En fait, tu vis tout le temps avec une espèce de trouille de tomber sur un homophobe qui va te dénoncer. Ou... Voilà, encore, nous, on risque rien, mais c'est juste qu'on aimerait bien protéger notre médecin, quoi. Et Oui, parce que c'est le médecin qui fait les ordonnances vers le labo, qui vous envoie au labo, donc après tu te dis si le labo c'est ça. Machin, d'accord. Mais là je crois que je leur attends un procès, mais non mais voilà, enfin c'est même si ça se passe pas, t'es toujours dans un espèce de climat un peu de stress, quoi. L'autre jour notre médecin pouvait pas nous faire l'écho et moi j'étais dans un état, enfin j'ai pas très bien vécu le mois de mars après la fausse couche. Et juste, ça te met dans un état pas possible, quoi, parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu tires un peu sur tout le monde encore une fois, parce qu'il y a aussi ça, t'es toujours en train de quémander, de faire l'écho, de faire machin, et en fait, elle est super sympa, mais en fait, elle a autre chose à faire, juste. Et c'est légitime, complètement. Mais là, du coup, on doit aller ailleurs parce que, tu sais pas si tu as rendez-vous. En plus, ils sont hyper précis à la clinique. Il faut que ce soit tel jour à telle heure. Donc, tu abordes le truc super sereinement, quoi. T'arrives, t'es bien. Bon, après, à la clinique, c'est simple et efficace. Hein. Oui, ça dure une insémination, ça dure un quart d'heure. Et puis après, tu peux aller visiter. Faut faire tes petites. Après, tu fais toujours des trucs en plus. 10 minutes, une demi-heure, les jambes en l'air. Ah oui. Tu veux optimiser le fait. Mais sinon, c'est. Voilà, c'est un temps. Tout ça pour ça, quoi. Ouais, tout ça pour ça. Et justement, je me demandais, donc là, ça fait quasi un an. Là, ça fait un an. Ça fait un an que vous avez démarré ça fait un an. ce parcours. Ouais. Quel impact ça a eu sur votre relation ? Est-ce que, avec un an de recul, vous diriez que ça vous a rapproché, que ça a été dur, que ça a posé des défis ? Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais elles viennent d'échanger un long regard qui a l'air d'en dire long. Ça nous a rapprochés, c'est indéniable. Ça a été chaud aussi. Hein. Ça a été très dur. Les fausses couches ont été dures, en fait. Ouais. On s'est rapprochés au départ et en fait, il y a eu un moment de flou. On souffrait chacune de notre côté. Différemment. Et c'est dur d'être là. Enfin, il y a un côté... T'es impuissant, parce que l'autre, il est mal et que tu peux rien y faire, quoi. Moi, j'étais pas bien physiquement, j'étais pas bien moralement, et en même temps, l'autre... il y a aussi ça, je sais pas comment ça se passe pour un couple hétérosexuel où la femme a perdu le bébé. On l'a pas vraiment perdu, il était pas viable, mais je trouve qu'on pense pas à l'autre. En fait, il y a pas que la mère biologique, il y a aussi ou le père ou la mère sociale, et il souffre autant de la perte que l'autre, quoi. Différemment, mais autant, et c'est pas pris en compte.
Donc je comprends aussi que les hommes, des fois, ils aient une réaction par rapport à la fausse couche un peu distante parce qu'en fait, on les inclut pas dedans. Donc, enfin. Toi, tu t'es sentie un peu impuissante, Émilie ? Moi, après la première, j'ai fait un peu une dépression. Pas longue, mais c'était vraiment dur. J'étais en pleine saison. Karel n'était pas là pour bosser avec moi au gîte. On avait embauché en remplacement ma belle-sœur qui faisait bien ce qu'elle pouvait, mais qui avait moins d'expérience et tout. Et c'était en plus septembre, un mois où on a un boulot énorme. Donc ouais, j'ai accusé le coup durement. Et je m'en voulais de pas être là pour Karel, et en même temps j'étais incapable, et Karel était incapable d'être là pour moi. Enfin, c'était un peu dur, mais passer ce cap, oui, si, je crois que ça, moi je ressens que ça a resserré nos liens, ça nous, moi ça m'a parfois mis très en colère. C'est pour ça que quand tu t'as dit on cherche un témoignage pour histoire de couple, j'ai dit à Karel, allez, on y va, s'il te plaît, parce que là franchement j'aimerais bien, c'est un peu une soupape c'est un exutoire un peu là. Ouais, voilà, il faut en parler. En fait, il faut absolument que les gens sachent, parce que autour de nous, le nombre de gens qui hallucinent quand on leur dit on est obligé d'aller en Espagne. Les Espagnols, ils comprennent pas. Enfin, les Catalans, excusez-moi, les Catalans ne comprennent pas pourquoi on y va. Et ben, pourtant, ils sont ultra catholiques et bien plus que les Français. Bien plus que les Français. Ils sont tellement, enfin, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés sont tellement plus ouverts. En fait, c'est chacun sa vie, quoi. C'est vrai que les gens qui n'ont pas forcément d'amis ou de personnes dans leur entourage qui passent par ce parcours-là ne savent pas ce que ça représente, quoi, en termes d'investissement financier, en temps, en énergie. Nous, on ne le savait pas non plus, finalement. Enfin, pourtant, on a étudié la question avant. Enfin, c'est une vraie preuve. Enfin, on a tous vécu des hauts et des bas dans la vie, et des moments difficiles. Là, c'est faut de l'endurance, quoi. Ouais, en plus, moi, ça fait 1 an que j'aime bien faire du sport, j'aime bien avoir des activités, et ça fait 1 an que c'est en dents de scie, que j'entame rien parce que je peux rien finir. Enfin, là, ça commence à être... Heureusement, merci Emma d'être là pour me permettre de monter à cheval un peu, mais ouais, enfin, c'est dur, quoi. Tu peux rien prévoir, là, j'ai hâte que... Puis à chaque fois, tu dis, ah, c'est bon, ah non, c'est pas bon. Du coup, ça repousse encore le truc. Et les enfants, on n'a même plus envie de leur en parler, quoi. Enfin, eux, ils veulent savoir, mais... moi, ça me saoule de leur promettre un truc qui n'arrive pas, en fait. Héloïse et Robin, depuis le début, on leur a parlé que vous aviez ce projet. Ils ont toujours su. Ils ont toujours su quand on partait en Espagne, on leur expliquait tout, cours de bio, cours de PMA, tout. Ils sont au point. D'ailleurs, ils ont écouté avec moi l'histoire de Daron sur le parcours PMA de Manu. Ouais. Et sa femme. Et c'était bien, encore une fois, ils ont posé des questions et tout. Mais oui, comme dit Karel, il y a des moments où on leur a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On a un peu l'impression de vous avoir promis un truc qui n'arrive jamais. Et Robin, il attend avec impatience. Ouais. Donc c'est une fois, en fait, on a eu cette question toutes les deux de dire on leur en parle ou pas. Et en fait, comme un peu notre relation, parce que quand on leur a dit, quand Émilie l'a dit à Héloïse et donc à Robin le lendemain, tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que ça soit su auprès des enfants. De leur dire aussi vite ou de leur dire... Nous, on était d'accord parce qu'en fait, mentir, c'est... Que ce soit les adultes ou les enfants, je suis contre. Enfin, je pense que c'est une fausse bonne idée. Ils sont très intelligents et ils sentent les choses. Et là, c'était pareil. Donc, on s'est posé la question, on en a parlé. Et on s'est dit, on va pas leur... Enfin, moi, je me voyais pas leur cacher, quoi. Ils allaient bien sentir, parce qu'on est dans un état émotionnel. Oui, un peu. Puis les hormones, ça a des actions un peu bizarres. Mais du coup, on leur a dit. Et là, en janvier, je crois que j'ai dit à Robin et Héloïse, si vous voulez, on vous le dit pas. Et là, Robin, il a pris super mal parce qu'on leur avait demandé de pas en parler à l'extérieur, ce qui est quand même hyper difficile pour des enfants qui avaient 8 et 5 ans. Et Héloïse, elle en a parlé à ses copines avec qui elle avait le droit d'en parler, mais Robin n'en a pas parlé ni à son père, ni à personne, quoi. Et du coup, il était trop vexé. Il nous a dit, non, mais moi, j'ai rien dit. Ok, Robin, on va te le dire, c'est bon. Mais ouais, il l'attend. Enfin, c'est dingue. Il l'attend
Bon, après, à 5 ans, on a apparemment pas la même notion du temps que les adultes, mais c'est long, très très long pour lui. C'est déjà long pour nous. Mais du coup, ils sont à fond, quoi. Ils sont trop contents. On sent que cet enfant est attendu. Il faut qu'il arrive maintenant. Une banderole. Si tu nous entends, on t'aime déjà. Ouais. Non, on a fait des carnets et tout. On avait fait un premier carnet pour la première fausse couche. Première grossesse, on dit. Ouais, grossesse. Excuse-moi, mais... C'est soldé par une fausse couche. Ouais, voilà. On a écrit changé de carnet. des petits carnets. Pour lui raconter. Ouais, le parcours. Ouais. On se dit que ça peut être bien qu'il sache ce qui s'est passé. Et là, on n'a pas changé de carnet. Au contraire, moi, j'ai continué un peu à écrire dedans en expliquant un peu ce qui se passait et tout. Et je sais pas ce qu'elle en fera. J'ai failli employer le pronom neutre, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. On maîtrise pas encore. Hein. À l'oral, c'est dur, je trouve. Ouais. À l'écrit, c'est Yel, je crois. Yel, ouais. Mais enfin, il sera bien qui veut, mais en tout cas, on l'attend. Ok, super. Moi, j'ai 2 dernières questions pour vous. Une question que c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La blague. D'être heureuse, non? Ouais. Avec notre famille. C'est ça. Avec le petit dernier lutin qu'on attend. Les petits derniers. Non, le petit dernier. Le petit dernier, on va pas faire une équipe de basket. C'est trop tentant, pardon. Et ma dernière question, alors je sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, parce qu'en général, c'est celle sur laquelle les gens sèchent un peu, mais est-ce qu'il y a un couple un couple réel ou fictif qui vous ressemble ou qui vous inspire? Non, mais vas-y, hein. C'est toi qui... je suis d'accord avec toi. Ah oui, moi, ce qui m'est venu hier soir, quand on en a parlé, c'était Nomi et Amanita de Sense8. Ok. Elles sont kiffantes. Parce que je trouve qu'elles ont un peu... On partage le fait qu'elles sont très différentes. Bon, en plus, dans la série, du fait que Nomi, elle soit sensitive et pas Amanita. Bon, nous, c'est pas à ce point de différence, mais quand même, pas loin. Et en même temps, avec une grande écoute et une grande attention de ce que l'autre ressent, vit, de se dire, en fait, on vit pas les choses de la même manière. On s'est toujours dit ça depuis le début. On essaye vraiment de garder ça à l'esprit. En fait, la manière qu'on a de penser nous est propre. Et ce qu'on a dans la tête, l'autre ne peut pas le deviner. Voilà. Donc, c'était une petite... Voilà, et puis le côté un peu leur mariage, quand même, il est trop beau. Donc... Et puis elles sont un peu folles aussi. Ouais, elles ont un côté un peu déjanté qui... Là, ça se sent pas, mais c'est un peu la folie à la maison, souvent. Ouais. Du coup, tu me tends une perche. C'est quoi les quarts d'heure de folie chez vous? La vie est une fête. Non, mais on est assez... Là, je m'aperçois qu'on est super sérieux parce qu'il y a le micro et tout, c'est intimidant. Mais ouais, je sais pas, avec la musique, on raconte des conneries tout le temps. Enfin, avec les enfants. Il y a aussi le fait que dans le village, on passe pour des extraterrestres. Du fait qu'on soit des femmes, mais en fait, on vit complètement en décalage avec... on est à fond sur le bio, sur l'écologie, etc. Mais on fait des fêtes. Enfin, la maison, l'image que j'en ai, c'est assez coloré, quoi. Ouais. Pas le drapeau gay, mais les colorés dans le sens joyeux, quoi. Elle refuse que je peigne les portes du garage avec le drapeau gay. C'est étrange, hein. Je trouve que ça allait trop loin. Ce serait tellement sympa. Non, mais c'est vraiment le QG de la Gay Pride votre village. C'est vrai. Faut lancer un mouvement, peut-être. Il y a plus de 10%, je crois. Un projet à la mairie, couleur imposée des volets pour tout le monde. C'est les couleurs de drapeau. Ah, voilà, ils vont nous détester. Là. La mairesse, elle est quand même hyper contente d'avoir marié elle a marié couple de femmes et un couple d'hommes en 3 ans. Et dans un village de 280 habitants. Oui, il y en a probablement. C'est probablement des seuls de France. Dans ce cas-là. Je sais pas. Ouais, il faudrait faire une recherche. Mais non, mais on a accepté ici. Enfin, je dis pas que ça fait pas un peu parler, mais ça les occupe. Non, mais c'est jamais méchant. Ça les fait parler, c'est sûr. Mais moi, j'ai jamais entendu. Et pourtant, je suis arrivée hétéro. Et donc, ça a été un peu le sujet de comptoir pendant longtemps, je pense.
Mais j'ai jamais eu aucune remarque déplacée, ni même de regard. Allez. Non, mais c'est que tu t'en fous aussi. Oui, je m'en fous complètement, mais... Émilie est très, très libre. Ça me glisse dessus. T'as raison. Bon, c'est une belle manière de conclure ce podcast. Merci à toutes les deux d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était très chouette. Merci d'être venue. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une belle famille. Merci. Merci beaucoup. Nous aussi, on se le souhaite. À bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!